Merci beaucoup, Jean-Marc. C'est moi qui suis vraiment honoré d'être cet après-midi pour discuter avec vous d'une enquête que nous sommes en train de mener avec d'autres collègues de Dakar sur l'esclavage dans les sociétés sénégambiennes en général, et particulièrement cette fois-ci dans le Fouta Toro sénégalais. Et le Fouta Toro, c'est ce que vous avez donc sur la carte, c'est cette région-là, dans la moyenne vallée du fleuve Sénégal, en vert. Vous avez le fleuve Sénégal, vous avez Dakar par ici, vous remontez, vous avez Saint-Louis, et vous avez le Fouta Toro, ici c'est la moyenne vallée du fleuve Sénégal. Nous sommes en train de mener une enquête sur ces questions, comme déjà marqué en introduction. Les sociétés africaines sont des sociétés qui sont dotées de leur propre historicité et de leur dynamique, qui connaissent des hiérarchies, des systèmes de domination interne, des constructions politiques diverses et très complexes d'une région à une autre. Un jour, un ami avec qui j'ai discuté me disait que oui, j'ai déjà visité un pays d'Afrique, j'ai été au Zimbabwe. Je lui ai dit que les sociétés zimbabwéennes sont aussi loin des sociétés Wolof que le sont les Italiens des Norvégiens. Donc l'Afrique, c'est un continent, c'est des multitudes de sociétés très complexes et très variées. Donc où on retrouve ces systèmes de domination et de hiérarchie, hier comme aujourd'hui. Et ces systèmes de hiérarchie et de domination se transforment sous l'effet de dynamiques internes aux sociétés elles-mêmes, dynamiques économiques, démographiques, sanitaires. Toutes sortes de facteurs interviennent pour transformer à l'intérieur, avec ces conflits, les projets politiques des uns et des autres, projets culturels, dynamiques économiques, tout ça participe à la transformation de ces sociétés, mais également par l'intervention de facteurs extérieurs. Et ces facteurs extérieurs ont été très rarement déterminants. C'est-à-dire que les acteurs internes sont capables de capturer ces facteurs externes et de les convertir dans les rapports internes, de se les approprier et de les domestiquer dans le cadre des relations internes. Bien sûr, certains groupes tirent profit, et ce ne sont pas toujours les groupes dominants ou les groupes dominés, en fonction de la conjoncture et de la configuration des forces. Une intervention extérieure peut être défavorable à un groupe qui était favorisé jusque-là ou totalement défavorable à un autre groupe. Je vous donnerai juste un exemple. Le groupe des métallurgistes du fer ont contrôlé l'appareil d'État à partir de la plupart des États de la Sénégambie avec, disons, le contrôle qu'ils avaient sur le fer. Ça leur permettait d'accéder aux armes, et donc toutes les royautés sénégambiennes jusqu'au XVe siècle ont pour souverain des métallurgistes du fer. Aujourd'hui, dans les sociétés africaines de la même région, au ras du sol, c'est-à-dire le dernier des groupes de la société, c'est les forgerons. Au point qu'on considère que se réveiller le matin et saluer un forgeron, ça porte de la poisse. Alors qu'il y a juste quelques siècles, ils étaient les souverains. Mais l'arrivée du fer atlantique va bien sûr détruire leur hégémonie. Donc voilà un facteur externe qui intervient et qui ravale au dernier rang de la société un groupe qui était un groupe royal. Alors, pour revenir à mon propos, dans le cadre d'un centre de recherche qui s'appelle le Centre africain de recherche sur les traites et les esclavages, carte comme la carte de géographie, mais cette fois-ci au masculin, nous avons eu quelques étudiants qui ont été travaillés dans la moyenne vallée du Sénégal, qui s'appelle le Fouta Toro, que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, on a des groupes qui sont identifiés comme serviles.
c'est des esclaves. On les appelle des machubés, c'est le pluriel, ou machudo, c'est le singulier. Au cours de ces enquêtes, nous avons découvert que ce groupe statutaire appelé machudo, esclaves, s'organise. Ils ont une association qui s'appelle le Endam Bilali. Bilal, c'était le muezzin du prophète de l'islam. Donc eux ont créé une association qu'ils ont connectée à l'islam moyen-oriental. Et Endam, ça veut dire descendant du côté maternel. Donc, ils estiment qu'ils sont les descendants du côté maternel du muezzin du prophète, qui est considéré comme étant d'origine servile et qui a été affranchi par Abu Bakr, le premier khalife, le compagnon du prophète. Donc ils ont appelé leur association les descendants de Bilal, du côté maternel. C'est très important cette dimension matrilinéaire. Mais il faut comprendre, d'abord, je vais essayer de vous mettre un peu dans le bain historique de cette région, à la fois historique et géographique. La moyenne vallée du Sénégal est humainement occupée depuis la préhistoire. On a des fouilles archéologiques qui montrent que la vallée est habitée depuis l'époque préhistorique. Et il y a eu un processus de péjoration du climat dans le temps qui a donné naissance à la région qui s'appelle aujourd'hui le Sahel et qui est caractérisée par une alternance de périodes humides et de périodes sèches, souvent prolongées. On est à la lisière du désert. En fait, Sahel, c'est un mot arabe qui veut dire la plage du désert. Le désert étant conçu comme un océan. Mais la présence d'un fleuve dans cette région, et le fleuve prend sa source dans le Fouta Jalon, plus au sud. Le Fouta Jalon, vous l'avez ici. C'est là que le fleuve prend sa source. Et donc c'est une région très arrosée où tous les fleuves de l'Afrique de l'Ouest quasiment prennent leur source. On l'appelle le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Et donc le fleuve remonte et vient se jeter à l'océan à Saint-Louis. Et la moyenne vallée, c'est le Fouta Toro. Donc la présence de ce fleuve dans une région sèche a eu un effet très important parce qu'il devient un espace avec enjeu stratégique et surtout un espace de civilisation. Le fleuve, du fait de la sécheresse qui caractérise la région, a joué un rôle presque de magnet, c'est-à-dire qui attire et qui répulse. En fonction des périodes sèches ou humides, la population se rapproche de la vallée et quand on est dans une tendance humide, la population tend à s'en éloigner. Mais ce n'est pas le seul facteur climatique qui explique cette mobilité des populations. Parfois, c'est un facteur religieux. Par exemple, lorsque les Almoravides au XIe siècle arrivent dans la région et trouvent un état qui s'appelle le Takrour, certaines populations, en particulier les Sérères, vont quitter la région et émigrer vers le sud du Sénégal. Donc on a là un facteur religieux qui entraîne une migration et un départ de la vallée. Et d'hier à demain, j'allais dire, la vallée constitue une zone de tension où la question foncière est au centre de nombreux conflits et relations politiques et économiques et sociales, puisque le pouvoir dépend fondamentalement du contrôle de la terre. Et chaque fois qu'on a eu une révolution, une mutation importante sur le plan politique, l'un des premiers actes posés par le nouveau pouvoir, c'est de diviser la terre d'une autre façon. Et dans cette vallée, on a deux zones écologiques. On a la bordure gauche et droite de la vallée qui est inondable. Donc quand les eaux montent vers l'amont, il y a une inondation et cette inondation s'étend sur les deux rives très largement et les endroits qui peuvent être touchés par les eaux d'inondation sont les plus riches parce qu'ils reçoivent le limon. Donc c'est la zone la plus disputée foncièrement parlant.
On appelle cette zone le Waalo, c'est la région inondable. Et la région qui n'est pas inondable, le Djeri, est très favorable aux activités pastorales. Ce qui fait qu'on a 3 grandes activités économiques dans cette région, c'est l'agriculture, la pêche et l'élevage. Si on fait à grands traits un survol historique, on a donc une introduction de l'islam au XIe siècle qui arrive à un équilibre entre religion traditionnelle, religion du terroir et islam, et ça entraîne la dislocation d'un certain nombre d'États qui se sont développés dans la région autour de la technologie du fer. On a attesté l'existence de bas-fourneaux avec une maîtrise exceptionnelle de la technique de fonte du fer, du minerai de fer, qui permet de produire, disons, le matériel à partir duquel travaillent les forgerons. Cet État va être détruit, l'État du Tekrour, par les... ils sont convertis à l'islam dans tous les cas, et donc, dès le XIe siècle, la région est en contact avec l'islam. Au XIIe siècle, suite à une péjoration du climat, il y a un départ très important de population vers le sud. Une population Peul, de l'ethnie Peul, issue du sud, arrive dans la région au XIVe siècle et fonde ce qu'on appelle la dynastie des Denyankove. Les Denyankove, c'est ça. C'est une dynastie qui règne sur la vallée du Fouta Toro du XIVe au XVIIIe siècle. Ce groupe Peul va participer bien sûr à toute l'activité économique internationale qui se déroule dans la région, en particulier avec la traite transsaharienne. Du XVe au XVIIIe siècle commence à se développer la traite atlantique. Le fleuve, la Moyenne Vallée, va jouer un rôle stratégique très important puisque elle relie l'océan Atlantique aux espaces de prélèvement les plus importants d'esclaves. Les prélèvements les plus importants d'esclaves se déroulent dans cette région, en pays Bamana, autour de cette région-là. C'est le lieu de prélèvement des esclaves. Et pour arriver sur l'Atlantique, où ils transitent par le fleuve Sénégal, donc traversent la moyenne vallée du fleuve, ou bien les caravanes descendent sur la Gambie pour ressortir du côté de l'embouchure de la Gambie et donc en direction de l'Amérique. Donc le fleuve est un nœud stratégique pour le passage des bateaux et c'est de petits bateaux parce que le fleuve n'accepte pas les bateaux de grands tirants. Mais également, cette région est une région, disons, habitée par des poulards, cette moyenne vallée, mais de part et d'autre, vous avez plus au sud des populations Peul, non islamisées très souvent pendant cette période, et au nord, vous avez les populations Maures du Brakna ici et du Trarza par ici. Et ces populations Maures font souvent des incursions dans le Fouta pour prélever des esclaves qui sont utilisés en pays Maure pour produire la gomme qui est très fortement commercialisée en même temps que les esclaves entre le 15e et le 18e siècle. Vous voyez donc qu'il y a là une pression Maure sur la vallée qui est un problème qui va être très important. Les Denyankobé qui contrôlent le pouvoir entre donc le 14e jusqu'au 18e siècle sont convertis à l'islam, mais ils sont des musulmans tièdes qui ont des pratiques syncrétiques avec les religions locales et n'ont pas imposé la charia comme mode de gouvernement. Bien sûr, les musulmans beaucoup plus radicaux et beaucoup plus sensibles vont les considérer comme des non-musulmans. Même s'ils sont des musulmans, leur quiéteur dans l'exercice de la religion amène une critique vigoureuse des lettrés musulmans. Et au cours du développement de la traite des esclaves, et également de la pression Maure qui prélève des esclaves dans la région, il se crée une situation extrêmement difficile pour les populations, en particulier ceux qui n'exercent pas le pouvoir dans les communautés villageoises,
ont des griefs contre le pouvoir des Nyanké. Et puisque la région est relativement bien islamisée par des lettrés qui créent des écoles d'instruction islamique un peu partout dans les villages, la mobilisation de la population va se faire autour de l'idéologie religieuse qui est suffisamment ancrée depuis le XIe siècle et qui offre une clé de lecture salvatrice contre la traite et contre la pression maure. La population est mobilisée contre la traite atlantique des esclaves et contre la pression maure qui exerce des prélèvements. Et la mobilisation est faite par un groupe, le groupe qu'on appelle les Torodo. En fait, c'est un parti politique, vous l'avez ici, Torodo. C'est des lettrés musulmans au départ qui regroupent les militants en fonction de leur appartenance religieuse. C'est un parti maraboutique qui n'est pas construit ni autour de caste, ni autour d'ethnie, ni autour de hiérarchie sociale. C'est un parti politique qui mobilise sur la base de l'islam et a un programme de lutte contre la traite atlantique des esclaves, et particulièrement la réduction des musulmans en esclavage, mais également lutte contre la pression maure qui s'exerce sur la vallée. Ils arrivent à défaire le pouvoir avec l'appui des CP. C'est une caste de guerriers dans les sociétés alpulaar. La défection des CP par rapport au pouvoir des Denyanké renforce le parti musulman qui remporte la victoire et éjecte les Denyanké en 1776. À la suite de cette victoire, l'Almamia est instituée. C'est le régime politique fondé à l'issue de la révolution Torodo. Ça s'appelle Almamia. Al-Imam, c'est de l'arabe, mais lu selon les langues locales. L'institution de l'Almamia, avec ses leaders que sont Souleymane Baal et Abdul Khadir Khan, va amener à une opposition du Fouta Toro au développement de la traite atlantique des esclaves. Tout de suite, le nouveau régime interdit tout prélèvement d'esclaves, de captifs sur le Fouta, en vue de l'Atlantique. Il écrit une lettre à Saint-Louis en leur disant que si vous venez au Fouta pour avoir des esclaves, vous pouvez écrire votre testament avant de venir. Les abolitionnistes du XVIIIe siècle ont considéré même que le Fouta était l'un des États les plus civilisés du monde au XVIIIe siècle par son opposition à la traite des esclaves. Et les bateaux qui traversaient venant du Haut-Sénégal pour arriver à Saint-Louis, quand les bateaux traversaient la moyenne vallée, le Fouta Toro, l'Almami exigeait qu'on contrôle les captifs qui sont dans les navires, et quiconque est capable de réciter le premier verset du Coran était libéré. Cela va renforcer l'islamisation de la société très fortement. Cette Almamia va être défaite en 1884 par la conquête coloniale française. Elle va durer de 1776 jusqu'à 1884. Et donc, à la suite de cette défaite coloniale, le Fouta est intégré dans le Sénégal et devient partie intégrante du Sénégal jusqu'il accède à son indépendance en 1960. Et donc, le Fouta est aujourd'hui, disons, une des régions du Sénégal. Qu'en est-il de la structure politique et sociale de cette région? Comme je vous l'ai dit, à chaque fois qu'un nouveau pouvoir contrôle l'appareil d'État, il participe tout de suite à un nouveau partage de la terre. En particulier, le parti Torodo, qui arrive donc au pouvoir en 1776, établit un nouveau partage de la terre et fonde un nouveau contrat social entre Foutanké pour
la stabilité du terroir. Ce qui est important ici à noter, c'est que la société est divisée en groupes statutaires. On peut dire que, et ces groupes statutaires sont caractérisés par l'endogamie. Il n'y a pas de passage d'un groupe à un autre. Il n'y a aucune ascension sociale qui peut faire qu'on peut changer de statut. Et donc le statut est en même temps héréditaire. Donc quand on appartient à un statut, on transmet ce statut automatiquement à ses enfants. Ce qui est intéressant à noter ici, c'est que les Torodo, un parti politique, un parti islamique qui organise la population pour lutter contre des maux qui affectent la société, quand ils arrivent au pouvoir, dans le cadre du régime statutaire qui existe déjà, va se transformer en caste et se mettre au-dessus de la société. Donc on a un groupe statutaire qui s'appelle les Torodo. Ils sont caractérisés par le fait qu'ils sont des lettrés musulmans. Ils contrôlent le pouvoir central dans le Fouta. Mais pour exercer le pouvoir, ils sont alliés à d'autres statuts, d'autres groupes statutaires. Et ces autres groupes statutaires, on peut noter les peuples. On a un groupe de libres, de gens libres, donc les Torodo, qui contrôlent le savoir, contrôlent la terre, et particulièrement les terres proches du lit du fleuve, les terres du Waalo. Mais à côté d'eux, ils restent alliés avec les peuples qu'ils ont vaincus, qui contrôlaient anciennement le pouvoir. Donc vous avez deux groupes de libres qui, ensemble, en coalition, exercent le pouvoir. À côté d'eux, vous avez des artisans et des laudateurs qu'on appelle des griots. Laudateurs et artisans forment le groupe des Nyéño, Nyéñibé, disent les Poulards. Et ils entretiennent des relations de clientèle, d'échange de services avec le groupe des Torodo et le groupe des Peul. Et c'est cet ensemble-là, Poulo, Torodo et artisans, qui forment le groupe des libres. Avec eux, on a aussi des pêcheurs qui forment un groupe statutaire à part. Certains de ces groupes sont spécialisés professionnellement, tels que les pêcheurs, ou bien les artisans du cuivre, ou les travailleurs du bois, les laubés. Donc on a un ensemble d'artisans à côté des laudateurs, les griots, et c'est cet ensemble qui forme les libres. On a également un groupe de non-libres, d'esclaves locaux, qu'on appelle les Machubé. Le singulier c'est Machudo et le pluriel c'est Machubé. Et comme tous les esclaves, ils sont d'abord étrangers à la société, ils ont été acquis par la violence, et la traite des esclaves va le renforcer parce que le régime islamique, en s'institutionnalisant, et le groupe qui le contrôle en devenant une caste au-dessus de l'ensemble de la société, a participé à la traite des esclaves, mais en soumettant en captivité les non-musulmans. J'ai tendance même à dire que ça a été un des freins à l'islamisation de la Sénégambie, parce que si vous islamisez vos voisins, vous ne pouvez plus les prendre comme captifs et les vendre. Donc la traite atlantique, en développant la captivité et la violence, a contribué à transformer radicalement, au moins en nombre, les esclaves présents dans la moyenne vallée du Sénégal. Et ces différents groupes statutaires ont des rôles différents dans la société. En particulier par rapport au pouvoir, ce sont les Torodo qui fournissent les imams, les maîtres d'école,
les Peuls, donc qui exerçaient autrefois le pouvoir, fournissent le groupe des guerriers et sont les percepteurs de l'impôt. Et dans ce pays, divisé en provinces, c'est un pouvoir très décentralisé. Nous avons 7 provinces dans cette région. Voilà les 7 provinces du Fouta. Ça va du Dimar jusqu'au Damga, en passant par le Toro, le Lao, le Irlave, Bosséa, Nguenar et Damga. Ce sont les 7 régions, mais ces régions enjambent le fleuve. Là, on a montré que les régions du côté de la rive gauche, mais les mêmes régions existent sur la rive mauritanienne d'aujourd'hui. Donc c'est un pouvoir très décentralisé. Le pouvoir, la capitale se trouve dans la province centrale du Bosséa, et dans chacune des provinces, il y a des autorités étatiques qui sont présentes, et c'est un pouvoir à la tête duquel se trouve l'Almami, mais il est élu par une assemblée d'électeurs où tous les groupes statutaires sont représentés, sauf les esclaves. Et au sein de chaque groupe statutaire, il y a des chefs qui sont également élus. Et à chaque fois, il y a plusieurs candidats, il y a une compétition pour l'accès au pouvoir, mais les candidats ne peuvent venir que de lignages très particuliers appartenant à des groupes statutaires dominants tels que les Torodo, ou au plus les Sébé, les guerriers. Ils peuvent, selon les villages, selon les provinces, accéder au pouvoir. Mais ils sont élus par des assemblées où sont représentés tous les groupes statutaires, à l'exception des esclaves. Donc le pouvoir est contrôlé aristocratiquement, c'est-à-dire qu'il y a des lignages qui peuvent accéder à la charge de chef de village ou de chef de terroir. Parfois, le chef de village est en même temps chef de terroir, mais parfois le chef de village et le chef de terroir sont séparés. Et donc, ici, on voit encore l'importance du rôle du contrôle de la terre. Ceux qui sont radicalement exclus du pouvoir, aussi bien de son exercice que du processus électoral, ce sont les esclaves qu'on appelle les Matioubé. Donc, la chefferie est contrôlée par des lignages et les autres groupes jouent un rôle très important d'électeurs, même s'ils n'accèdent pas au pouvoir. La société va donc être structurée comme telle, mais cette structuration n'est pas aussi rigide qu'on le perçoit très souvent. Des facteurs externes peuvent les transformer. Par exemple, pendant le XVIIIe siècle, on a eu un mouvement religieux qui s'est développé avec El Hadj Oumar Tall, un lettré musulman non satisfait de la situation dans la vallée, va quitter la vallée, émigrer et développer un empire qui démarre à partir d'ici et qui essaime dans toute cette région. Il va être vaincu en 1864, son empire se développe de 1852 à 1864 avec la pression de la conquête coloniale qui a démarré, et quand l'empire est défait, ces partisans qui étaient venus du Fouta rentrent dans leur pays natal et amènent avec eux de très nombreux esclaves qui renforcent le groupe, démographiquement le groupe des esclaves. Cet esclave est justifié localement par le recours à l'identité de sang, puisque c'est un groupe endogamique où le statut est transmis par le sang, on en hérite et on ne peut pas en sortir. Mais c'est légitimé également par l'islam, qui joue un rôle extrêmement important dans cette société. Toutes les questions dans cette société, jusqu'aujourd'hui, n'importe quelle question, l'islam a son mot à dire là-dedans et joue un rôle extrêmement important comme légitimation des pouvoirs, comme légitimation de l'esclavage. Et il est extrêmement difficile, en combinant les deux, religion et naturalisation du statut par le sang, de s'en sortir. Y compris même lorsque la colonisation
arrive, la conquête coloniale est justifiée par une prétendue lutte contre l'esclavage, mais lorsque la conquête est achevée et que se met en place le pouvoir colonial compte sur les élites locales pour discipliner et gouverner la société, et ces élites locales tiennent à l'institution servile, ce qui fait que la loi de le décret de 1848 qui abolit l'esclavage, même après la conquête qui survient en 1884, n'entraîne pas la suppression de l'esclavage. Au contraire, l'administration coloniale va souvent écrire à Paris pour dire que ce qui existe dans le Fouta, ce n'est pas de l'esclavage, c'est de l'esclavage de case, c'est de la domesticité, c'est des rapports clientélistes. On va utiliser toutes sortes d'euphémismes pour éliminer le caractère esclavagiste de la société, puisque le mouvement abolitionniste met la pression sur le Parlement et sur le gouvernement. Les associations abolitionnistes exercent une certaine pression, donc l'administration coloniale tente de se justifier en expliquant que ce qui existe là, ce n'est pas de l'esclavage, en le mettant toujours en rapport avec l'esclavage de plantation. Donc, la colonisation ne va pas éliminer l'esclavage parce qu'elle s'appuie sur les élites qui ont intérêt au maintien de cette structure servile. Le mouvement omarien islamique non plus ne l'a pas éliminé. Même le Sénégal indépendant a ignoré l'existence de ce problème et jusqu'aujourd'hui ignore complètement l'existence de ce problème. Mais là, il faut être clair sur la question, puisque c'est un esclavage qui est assez caractéristique. Les esclaves sont soumis à un certain nombre de travaux spécifiques que eux seuls peuvent exercer. Aucun autre membre de la société n'acceptera d'exercer ce type d'activité. Par exemple, dans les cérémonies familiales, ce sont les esclaves qui égorgent les animaux, qui les dépècent, et ça, aucun autre groupe statutaire n'acceptera de le faire. Ce sont les membres des groupes serviles qui vont également s'occuper de la préparation des mets, des repas. Et les autres groupes n'accepteront pas de le faire. Ces esclaves également ont accès à la terre, mais sous une forme très subalterne. Parce qu'eux-mêmes ne disposent pas de la terre qui est vitale dans cette région. Donc, ils travaillent pour leur maître et à l'issue de la récolte, ils en reçoivent une partie et l'autre partie revient au maître, et ce jusqu'aujourd'hui. Le système s'appelle cultive et on partage. Rempétienne. Tous ceux qui sont exclus de l'accès à la terre ou aux bonnes terres sont obligés d'utiliser un système qui ressemble un peu au métayage. Le type d'esclavage qui va après se développer à l'issue de la colonisation sous le Sénégal indépendant, je le caractérise d'esclavage passif. C'est-à-dire que vous n'êtes pas le propriétaire en tant que tel de l'individu. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'interdire d'aller où il veut aller. Il peut aller en Europe, émigrer. Il peut émigrer, aller dans les villes pour travailler. Mais dès qu'il revient dans la région, une partie des gains qu'il a gagnés revient au lignage de son maître, et les membres du lignage peuvent le trouver dans les lieux où il travaille et réclamer leur dû. Il y a aussi une possibilité de rachat qui est ouverte aux esclaves. Un esclave qui, par son travail acharné, arrive à gagner suffisamment de ressources, peut aller publiquement racheter sa liberté, et il entre dans une nouvelle catégorie qu'on appelle les affranchis. Il y a un terme local sorti de ceux qui se sont achetés, ceux qui se sont rachetés. Ils deviennent un groupe statutaire intégré dans le système, dans l'architecture sociale d'un système
statutaires plus ou moins rigidifiés. Le problème, il est que, à l'issue de la colonisation, de nouveaux pouvoirs, de nouvelles divisions administratives ont été créées, telles que les cantons, et ce sont toujours les groupes statutairement dominants qui vont être les chefs de ces nouvelles divisions administratives. Donc le pouvoir colonial a renforcé la domination sociale qui s'exerçait sur les groupes dépendants et particulièrement sur les groupes machudo. Et l'indépendance du Sénégal n'a pas inversé la tendance non plus. Mais des facteurs objectifs vont agir dans le sens d'une transformation du système. Parmi ces facteurs, je signalerai l'urbanisation et surtout le fait que cette urbanisation s'est accompagnée d'une méridionalisation de l'économie du Sénégal avec la culture de l'arachide. Tout le long du XVIIIe et XIXe siècle, le centre de gravité de l'économie du Sénégal, c'était la vallée du fleuve Sénégal avec le commerce des esclaves et de la gomme et de l'or des régions du Haut-Sénégal, le Ngalam. En 1848, il y a eu une grave crise de la gomme qui s'est accompagnée de l'abolition de l'esclavage qui a provoqué également, qui a renforcé cette crise. Et en lieu et place de la gomme et du commerce des esclaves, s'est développée une économie arachidière qui a méridionalisé l'économie et déclassé la vallée du fleuve Sénégal. Au Sénégal, les gens s'amusent souvent en disant que le Fouta est foutu. Tellement la région a décliné, a perdu de son lustre d'antan entre la période 1848 jusqu'aux années 80. De 1848 aux années 80, c'est un déclin continu qui entraîne une émigration très forte de la moyenne vallée du Sénégal vers l'Europe, vers l'Afrique centrale pour participer à l'économie du diamant, vers les villes du Sénégal. Donc cette urbanisation va entraîner une transformation de la société et donner l'opportunité aux Matchoubés d'accéder à des ressources en allant travailler dans les milieux urbains. Mais cette immigration porte dans tous les groupes statutaires. Mais également dans les années 70, à côté de l'immigration, on a eu également une période de sécheresse très dure dans les années 70. Et cette sécheresse va renforcer les tendances lourdes au départ de la vallée. Et la réponse des États du Sénégal, de la Mauritanie, du Mali et de la Guinée à ces années de sécheresse a été de développer une politique de barrage qui permet une irrigation des terres de la vallée. Et donc l'État accède à des terres qu'elle peut redistribuer, mais les groupes statutaires dominants vont bénéficier de cette irrigation, mais le fait que l'État accède à des terres qui sont mises en valeur à travers un organisme public qui s'appelle la SAED, du côté de la Mauritanie c'est la SONADER, va entraîner une transformation des conditions d'accès à la terre, surtout avec le développement de la riziculture irriguée. Mais également, un autre élément qui va participer à la transformation radicale de la société, c'est la scolarisation. La scolarisation, non pas seulement scolarisation au niveau des écoles coraniques, mais surtout de l'école coloniale qui va également modifier les rapports au sein de cette société. Dans les années 60, particulièrement après 68, des mouvements politiques contestataires qui naissent dans la capitale du Sénégal vont arriver dans la vallée du fleuve, particulièrement un mouvement maoïste qui va essayer de remettre en cause les systèmes de domination fondés sur les systèmes statutaires, va surtout essayer d'organiser les descendants d'esclaves
pour remettre en cause l'ordre hiérarchique qui prévaut dans la vallée. Mais là, la grande difficulté que ce mouvement aura, c'est d'avoir tourné le dos à l'islam qui n'a pas permis sa légitimité et son implantation en dehors de quelques jeunes qui vont être formés au mouvement maoïste. Et à l'époque, était en vogue, une étincelle peut mettre le feu à toute la plaine. Et le mouvement qui va être créé et qui va regrouper beaucoup de subalternes de cette région va s'appeler la plaine, l'étincelle qui va mettre le feu à la plaine. Un autre facteur très important, c'est la décentralisation politique. Avec l'émergence de nouveaux espaces de pouvoir, tels que les communautés rurales, les municipalités, qui ne sont pas régis par le système de transmission politique du pouvoir traditionnel. Pour être conseiller municipal, on passe par des élections démocratiques, et donc ce sont des élections ouvertes à tous les citoyens, mais le système rigidifié, non transformé par la colonisation et l'État indépendant du Sénégal, va remettre tous ces nouveaux pouvoirs qui ne sont pas régis par la tradition, mais vont être contrôlés par des groupes statutairement dominants. Donc l'exclusion des groupes subalternes, et en particulier les Matchoubé, se poursuit jusqu'après les indépendances et avec les politiques de décentralisation. Mais l'ensemble de ces facteurs qui développent le niveau de conscience, qui développent le niveau d'information, l'ouverture au monde, les nouveaux médias avec les radios communautaires et les radios privées qui se développent dans l'espace public sénégalais, l'ouverture démocratique qui démarre au Sénégal dans les années 70, en 74, avec la multiplication, la fin du système du parti unique, les débats politiques qui vont prendre corps dans la société sénégalaise arrivent nécessairement et impactent dans la moyenne vallée du fleuve Sénégal. Et c'est dans ce contexte-là que les descendants d'esclaves jusqu'ici exclus de tout pouvoir, et en particulier du pouvoir d'accéder à la terre, vont s'organiser dans l'association qui s'appelle Endam Bilali, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui revendique une identité de descendants d'esclaves. Il ne conteste pas l'identité de descendants d'esclaves, parce que ça ne sert à rien de le contester. Puisque, rappelez-vous, ça se transmet par le sang du point de vue idéologique. Quand vous êtes forgeron, vos enfants sont forgerons, même quand ils sont premiers ministres du Sénégal. Si vous êtes cordonnier, même si vous devenez un ingénieur ou un professeur à l'université, vous êtes cordonnier. Et vous êtes perçu comme tel dans la société. On a eu un premier ministre qui était forgeron d'origine, Habib Thiam, et à chaque fois qu'il y avait une catastrophe, vous entendez les gens dire « mais qu'est-ce que vous voulez, on a un forgeron à la tête ». Et des gens, pour aller à la primature, parfois disaient « je vais à l'atelier ». Donc, même quelle que soit votre ascension sociale, quelle que soit votre condition, votre groupe statutaire demeure. Donc, si vous êtes Matchoubé, Matchoudo, vous êtes esclave, quelle que soit votre ascension par ailleurs, vous le restez puisque ça se transmet par le sang. Donc, les groupes Matchoubé ont compris le rôle de cette transmission statutaire par le sang, mais également l'importance de l'islam dans cette société. Il ne sert à rien d'engager un combat, comme avaient fait les maoïstes, sur une base laïque. Il vaut mieux intégrer le discours islamique dans le combat, parce que l'islam est soit un instrument d'oppression et peut être aussi un instrument de rédemption et de libération. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. Donc les Matchoubé vont revendiquer cette tradition islamique en leur faveur, en estimant que l'accès au savoir est ce qui prime en islam. Et aujourd'hui, avec l'ouverture, l'existence de radios, d'ouvrages qu'on peut lire, auxquels on peut accéder, tout le monde a accès au savoir. Et donc, le contrôle que le groupe Torodo exerçait sur l'imama dans les mosquées est de plus en plus contesté dans certaines localités.
En particulier, une localité que nous avons visitée, tout à l'heure j'ai montré la vidéo, le personnage qui est là-dedans, Samba Thiam, c'est un descendant d'esclaves qui a été instituteur, qui a vécu longtemps à Dakar, qui à la retraite rentre au Fouta, comme il dit, il voulait venir se reposer, mais quand il est arrivé, il est allé à la mosquée, l'imam a fait une prêche, il n'était pas d'accord, il s'est levé publiquement et a contesté la prêche de l'imam. Moi, je qualifie son acte d'être presque l'équivalent, quand on connaît la société du Fouta, l'équivalent de ce que Luther a fait en plaquant ses vérités et en contestant l'autorité du pape. Il a eu exactement la même attitude. Il a été menacé, on lui disait que tu vas mourir de façon mystique, mais il a tenu le coup. Et des ressources rassemblées dans l'immigration, en Europe, à Dakar, lui ont permis non seulement de contester le pouvoir de l'imama qui se transmet depuis des temps immémoriaux dans la même famille, ils ont construit leur propre mosquée, qui est la mosquée des descendants d'esclaves, et c'est lui qui est l'imam, après avoir été instituteur dans l'école française. C'est pourquoi il conteste qu'il n'est pas un érudit de l'islam. J'aurais pu multiplier les exemples, on a l'enregistrement parce qu'on est en train de préparer un documentaire sur la question. J'aurais pu multiplier les exemples et donner l'exemple de ce jeune qui, à l'âge de 15 ans, a quitté le Fouta, est passé par le Ghana, la Côte d'Ivoire, avant de remonter vers la Tunisie, de traverser la Méditerranée, mais ce n'est pas dans ces temps-ci, c'est dans les années 70. Il est arrivé en France. Il a vécu à Mantes-la-Jolie, il travaillait à Renault, l'entreprise d'automobile Renault, il a réussi à accumuler des ressources et il est revenu au Fouta, il s'est racheté, a acheté des terres et aujourd'hui l'un des plus grands agro-businessmen de la vallée et il est de descendance servile. Et c'est lui qui nourrit tout le village qui s'appelle Ndoulomadji, d'où il est originaire, y compris certains torodos qui étaient ses maîtres, font recours à lui dans des situations de difficulté. Donc on peut multiplier ces exemples et ce sont eux qui sont à l'origine de l'association Endam Bilali qui se positionne comme, dans le système des castes comme une caste, mais qui affirme radicalement, oui nous sommes des esclaves, des descendants d'esclaves, mais il n'y a aucune hiérarchie qui peut être fondée sur ces problèmes statutaires. Un torodo n'a rien de supérieur à un machudo, ni du point de vue du savoir, ils peuvent tous accéder au savoir, y compris le savoir religieux et devenir imam. Mais s'ils ont réussi à contester les pouvoirs traditionnels, plus simplement encore vont être contestés les pouvoirs modernes, tels qu'accéder à la municipalité, à la tête d'une communauté rurale. Et l'enjeu des élections de 2014, élections municipales, je pense que l'un des enjeux dans la Moyenne-Vallée, ce sera l'organisation de Endam Bilali qui va chercher à s'imposer en s'alliant à d'autres groupes subalternes dans des municipalités et dans des communautés rurales. J'ai interrogé un de ces leaders, et c'est sur ça que je vais terminer. Je lui ai demandé comment l'idée vous est venue de vous organiser pour vouloir contrôler des municipalités et des pouvoirs décentralisés modernes. Il m'a répondu, et lui il s'appelle Zoro, le bien nommé, les gens l'appellent Zoro. Il m'a répondu, si le pays le plus puissant du monde est dirigé par un descendant d'esclaves, on ne voit pas pourquoi la petite commune de Mbumba, de Kilogne, ne peut pas être dirigée par un descendant d'esclaves. Et nous allons y réussir et je serai le prochain maire de la ville. Le combat me semble ouvert. Ça voudra dire que progressivement, on va grignoter des pouvoirs, mais le régime statutaire va être difficile à enlever du fait de l'endogamie et de la ségrégation. Et cette ségrégation peut aller jusqu'à la ségrégation résidentielle, puisque quand vous allez à Mbumba, il y a un quartier des descendants d'esclaves, ça s'appelle Djambé.
les Thiam, dont l'imam qu'on aurait pu voir sur la vidéo. La question que je me pose, c'est la suivante. Est-ce que la servilité va se vider de sa substance? En tout cas, la guerre des mosquées ouvre une telle perspective, la guerre des municipalités, des communautés rurales, mais aussi d'autres secteurs tels que l'accès à la terre, et surtout la terre à ceux qui la travaillent, me semblent être des pistes qui vont être porteurs de transformation du système, qui est inscrite dans une transformation de longue durée depuis l'époque des Denyanké, en passant au Torobé jusqu'à l'islamisation et à la période contemporaine. Merci. Bien, merci beaucoup Ibrahima. Encore pourquoi on voit bien que la notion de servilité et d'esclavage laisse des traces ancestrales dans toutes nos sociétés. C'est impressionnant de voir comment effectivement les choses ne sont pas faciles à faire